Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Showtime. Ça y est, c'est l'heure. On est à quelques jours, quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique. On est excités. Ça fait des années qu'on parle de cette Coupe du Monde avec Thomas sur Showtime, même avec Anton à l'époque. Et donc du coup, on y est bientôt. Le coup d'envoi sera donné ce jeudi à 21h entre euh, le Mexique et l'Afrique du L'Afrique du Sud. Sud. Et nous, on va bien sûr se focaliser, comme d'habitude, sur les États-Unis, sur cette compétition des États-Unis. On va d'abord parler donc de leur liste qui est passée. On rappelle, hein, il y a quelques mois, on avait fait au mois de mars, après les matchs amicaux, on avait fait une vidéo sur leur match. Et là, on se retrouve donc du coup avec la liste définitive, avec le groupe définitif. On va parler de la liste des choix forts, des absents, de l'objectif de la Coupe du Monde, puis aussi des deux matchs amicaux qui ont eu lieu juste avant cette Coupe du Monde face au Sénégal où ils ont gagné 3-2 et face à l'Allemagne où ils ont perdu 2-1 à Chicago. Et enfin, on terminera par les petites prédictions, des hot takes, simulation de parcours en tout cas sur cette équipe des États-Unis. Comment ça va, Thomas, déjà? Salut Romain, content de te retrouver pour parler football et comme tu l'as dit, ça y est, hein, on entre enfin dans le vif du sujet, on en parle déjà depuis pas mal de temps, hein, de cette Coupe du Monde sur le sol américain et ça fait quand même un petit moment déjà qu'on suit cette sélection américaine donc hâte de savoir, qu'est-ce qu'ils vont nous réserver, sur, leur Coupe du Monde, à eux. On va vous mettre là, on va commencer donc, du coup par la liste. Dans les cages, on aura Chris Brady, Matt Freeze et Matt Turner. Avec donc du coup la surprise, le troisième gardien le plus jeune, c'est Chris Brady. Ça sera sûrement Matt Freeze, le gardien de New York City, qui sera titulaire, Thomas. Oui. Ensuite, on aura en défense Max Arfsten, Serginho Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Reen, Chris Richards, Anthony Robinson, Miles Robinson, Joseph Kelly et Austin Trusty. Et bien sûr, Timothy Weah, mais il peut jouer un peu partout. Et au milieu de terrain, on aura Tyler Adams, Sébastien Berhalter, Weston McKennie, Giovanni Reina, Christian Roldan, Malik Tillman, Brendan Aronson. Et en attaque, Florin Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Adji Wright et Alejandro Zendejas. Voilà pour cette liste de 23 noms. Thomas, est-ce que du coup déjà il y a des surprises pour toi dans cette liste? Alors, en premier lieu, je pense qu'on peut parler de la sélection de Zendejas, qui joue Ouais. à Chivas au Mexique, si je dis pas de bêtises. América, Mexico. Club américain? Club América, voilà, c'est ça. Ok, au Club América. Donc ça, c'est quand même une bonne surprise. Je t'avoue que je n'ai pas trop suivi ce que ça a donné dans son championnat au Mexique. Mais sur ce que j'ai vu du match, notamment contre le Sénégal, j'ai trouvé très intéressant. C'est un profil qui manquait peut-être à cette équipe des États-Unis. Après, on peut aussi parler de l'absence de Tanner Tessman quand même, Ouais, qui est le Lyonnais. exactement, qui est un joueur qui est important, qui a été important sur la saison de Lyon quand même, qui a été souvent appelé par Pochettino sur la longue période qu'il a eu là de matchs de préparation. Donc on pensait qu'il allait y être et qu'il allait peut-être même faire partie des hommes de base du sélectionneur argentin, mais force est de constater qu'il a décidé de ne pas le prendre. Donc, à voir comment il va réorganiser son milieu de terrain. Et puis, aussi parler de Diego Luna, qui était l'une des figures aussi importantes de Pochettino. Il l'avait quasiment appelé à toutes les sélections sur les derniers mois. Et il s'en prive au dernier moment. Donc, ça aussi, c'est un Ouais. choix assez surprenant. Donc, à voir ce que ça va donner. Est-ce que les choix de Pochettino lui donneront raison au final lors de la compétition. Surtout que Diego Luna est le pilier d'attaque au Real Salt Lake qui réalise une bonne saison cette année en championnat, qui est l'un des meilleurs joueurs de la MLS cette saison. C'est assez, oui, comme tu dis, surprenant de le voir s'en passer. On peut aussi noter l'absence de Johnny Cardozo qui est blessé, donc qui Malheureusement. jouera pas. Voilà, c'est ça. Et pour Senderas, j'avais regardé, il avait quand même commencé sa carrière du côté de Dallas.
où il a joué une dizaine de matchs, puis après il a fait toute sa carrière du côté du Mexique. Donc bon, il est plus tout jeune, on va dire, dans le foot. C'est pas une jeune pépite non plus. Il a 27-28 ans. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui a évolué que au Mexique quasiment dans sa carrière. Donc forcément, c'est pas un joueur qu'on suit énormément et c'est une surprise en tout cas. Après, il a voulu peut-être prendre du coup un joueur plus confirmé, plus expérimenté, qui a l'habitude aussi de la CONCACAF Champions League, hein, qu'il a joué cette année avec le club América, parce que il a affronté Nashville, il a affronté Philadelphie avec la CONCACAF Champions League. Voilà, ça peut être un choix surprenant, surtout qu'on sait qu'il avait joué aussi 2 matchs à l'époque en amical avec le Mexique avant de choisir les États-Unis. Mais lui, il est appelé avec les États-Unis depuis 2023. Il a joué 14 matchs. J'ai regardé. Euh, choix surprenant. Et puis l'autre choix surprenant, Thomas, 2 joueurs qu'il a pris, c'est Giovanni Reina. C'est clairement l'interrogation. Bah oui, clairement, c'est un joueur qui n'a quasiment pas de temps de jeu. Voilà, on sait que c'était l'homme de base de Berhalter. C'était un peu le pari que Mm. Berhalter avait déjà pris avec la sélection américaine de faire confiance à Giovanni Reina. Reina sur les stats, hein, c'est 19 matchs cette saison et seulement 500 minutes jouées en Bundesliga. Il a été que 4 fois titulaire sur les 19 matchs. Voilà, pour poser le contexte. Donc, à voir qu'est-ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il va en faire un joueur titulaire au milieu? Est-ce qu'il va sortir du banc peut-être en impact player? C'est vrai que c'est surprenant, mais après, on connaît quand même la qualité technique du joueur et c'est pas non plus un choix déconnant de la part de Pochettino de décider de l'appeler quand on connaît que dans le secteur de jeu au milieu de terrain, je trouve qu'on a des profils assez rugueux, assez athlétiques, mais ça peut manquer par moment de clairvoyance, de justesse technique, et Reina est capable d'apporter cette justesse technique-là. Donc maintenant, à lui de confirmer la confiance que Pochettino lui donne et qu'il puisse enfin montrer le potentiel et le talent qu'il a pour peut-être sauver la suite de sa carrière, peut-être avec un départ ou même gagner une place de titulaire indiscutable dans son club à Mönchengladbach. Ouais, parce que j'ai entendu dire que certains disaient que Reina, c'était le joueur aussi qui était pris parce que c'est celui qui savait faire la différence, qui était capable de dribbler limite toute l'équipe, tu vois, pour aller marquer. Euh, Déjà, on va voir s'il aura du temps de jeu, mais en tout cas, il y aura pas mal de pression, entre parenthèses, sur ses épaules, dans le sens où il prend la place de certains joueurs comme Diego Luna, alors qu'il a pas beaucoup joué. Il a eu pas mal d'histoires avec les États-Unis. On se rappelle de la brouille avec sa famille et Greg Berhalter à un moment, qu'il était plus convoqué, puis ensuite qu'il est revenu. Et puis, ouais, du côté des États-Unis, est-ce que tu as souvent trouvé flamboyant, Thomas? Il est à 38 matchs pour 9 buts depuis avec les États-Unis. Je crois qu'il a il a marqué quelques buts importants. D'après moi, je crois qu'il marque notamment je sais plus, c'est pas en En Gold Cup. CONCACAF Nation League, les seuls buts qu'il met, c'est en amicaux et en CONCACAF Nation League Finals. Voilà, je crois qu'il marque des buts importants. Je sais pas s'il marque pas contre le Mexique ou soit en demi contre une autre équipe. Mais il a été décisif Ouais, une sur fois les en derniers finale contre gros le Mexique, matchs. ouais. Sur Mais les une derniers fois, gros c'était matchs. en 2021 et il a pu marquer depuis. Alors, si la main. Je regardais. Oui, le Mexique en 2024, ouais, t'as raison. Il a marqué 2 fois contre le Mexique et son dernier but, c'est contre le Paraguay le 11 novembre. Et c'est vrai qu'avec les États-Unis, ben, il a eu des bouts de match, quoi, hein. Avec les États-Unis, c'est 26 fois titulaire en 40 matchs. Non, c'est plus un joueur de sortie de banc. Ouais, mais pourquoi enfin, surtout que quand tu sais que il avait été prêté à Nottingham Forest, que ça n'avait pas fonctionné. Là, il est encore à Gladbach pour 4 millions, mais ça fonctionne pas tellement non plus. C'est assez bizarre. Il est assez incompréhensible, ce joueur, en tout cas au niveau du talent et du peu qu'il joue et du peu que ce qu'il propose.
Ouais, c'est clair que ça reste une énigme un peu le Carreina parce que quand on le voit arriver à Dortmund, bah, il a annoncé comme le futur crack, la future star du Et il football commence bien. américain. Et il justifie toutes ces phrases dithyrambiques sur lui. Et puis, d'un coup, on a commencé de plus en plus à moins le voir. Il a du mal à se trouver dans une équipe. Il a du mal à trouver un club qui lui correspond. On sait qu'il n'y a pas de mauvais joueurs, c'est que des mauvais contextes. Hmm. Mais pour l'instant, Giovanni Reina n'a toujours pas trouvé le contexte dans lequel il peut s'épanouir. Et attention, ça peut très vite devenir un gâchis. L'âge commence à monter quand même sur lui. Il va falloir quand même qu'il arrive à trouver un club qui lui permette de jouer au maximum de ses capacités. Donc, pourquoi pas une bonne Coupe du Monde dans un rôle décisif pour les États-Unis et pourquoi pas le relancer un peu sa carrière. Ouais, parce que ouais, c'est clair que depuis quelques temps, il fait plus grand-chose et il est un peu perdu. Euh, on va passer aux autres. Est-ce que tu as d'autres surprises, Thomas, ou des confirmations sur certains joueurs? On a vu d'ailleurs qu'il y a 3 joueurs quand même, qui proviennent du championnat français, hein. Marc Mackenzie de Toulouse, Tim Weah de Marseille et Folarin Balogun de Monaco. Ça veut dire que les Américains s'exportent bien et que finalement, il n'y a pas beaucoup de joueurs de MLS. Hein, On tu a prends les bons. Roldan, Berhalter, Arfsten, Bah, t'as les 3 gardiens, un joueur de champ. Arsten, ouais, Tim Rim, pardon, Ouais, 4, je crois que j'ai dit. Miles Robinson, Berhalter, tu disais Roldan. Berhalter, Roldan, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc ça fait ouais, 4, 5 joueurs de champ, plus les 3 gardiens. Ouais. Ça, Après, je pense que c'est aussi un peu, mine de rien, le crépuscule, le point d'orgue de cette génération dorée américaine, hein, Pulisic, McKinney, etc., etc. Donc c'est normal qu'on ait toujours ces joueurs-là qui sont installés maintenant en Europe, qui soient vraiment les joueurs clés de cette sélection américaine. Je pense que peut-être que au fur et à mesure que les années vont passer, je pense qu'on sera peut-être amené à avoir un peu plus de joueurs issus de MLS mais en tout cas, c'est titulaires bien qu'il y ait un mixte. en sélection. C'est bien qu'il y ait un mix quand même. Ça apporte les deux, quoi. Ouais, et puis Certains surtout, peuvent. ce sont des joueurs que nous, sur MLS, qui Oui, peuvent potentiellement avoir le niveau pour s'exporter en Europe. Quand on bien parle sûr. d'un Sébastien Berhalter, il a longtemps Ouais, été pisté par le Bayern Munich, par exemple. bien sûr. Même un Max Arfsten, qui est un latéral un peu moderne. Je pense qu'il peut très rapidement aussi trouver un club en Europe pour continuer sa progression. Donc, ce sont des joueurs qui seront amenés dans les années à venir à sans doute s'envoler direction l'Europe. C'est clairement, clairement, clairement. Bon, Thomas, on va passer, on va rentrer, bah, je vais rentrer dans le vif du sujet, mais il y a les objectifs. On a noté les objectifs de cette Coupe du Monde. On les fera peut-être à la fin, non? Ouais, je pense qu'on les fera à la fin. Ouais. Ouais. Allez, on va partir du coup sur l'USA Sénégal, le premier des 2 derniers matchs de amicaux, de préparation à cette Coupe du Monde. Les États-Unis, donc 16e au classement FIFA, ont affronté le Sénégal, 14e, mais surtout champion d'Afrique sur le terrain, en tout cas. On l'a tous vu. Euh, voilà, c'est ça. Et donc, face à cette équipe du Sénégal qui avait un peu tourné, même si je dirais qu'il y avait une attaque type, et peut-être une défense qui avait tourné, je dirais ça, Thomas. Ouais, Notamment, ouais, il y avait Mbo, Pape Gueye au c'est milieu ça, de il y avait terrain. Moustapha Mbo du Paris FC qui était titulaire avec. Voilà. Comment il s'appelle le jeune Il y avait Sek aussi qui était Sarr. Il y avait titulaire. Sarr aussi, je crois, qui était Oui, dans Malang la Sarr défense. oui, Sarr qui est à Chelsea, oui, Mamadou de Sarr. Chelsea, Mamadou Sarr. Merci, cherchez-moi. Voilà. Donc ouais, c'était un peu aussi une équipe, peut-être qui venait aussi d'arriver sur le continent américain, pardon. Américain. Donc aussi, il y avait peut-être cette histoire un peu d'acclimatation et puis aussi une équipe Oui. qui changeait. Donc ce sont aussi des paramètres à prendre pour ce match de préparation, Mm. même si c'était toujours cool de voir les États-Unis se frotter une Au équipe champion d'Afrique. double championne d'Afrique et
l'une des meilleures du continent africain, sans nul doute. Donc ça, c'était très intéressant pour un peu se jauger, pour voir où est-ce que les États-Unis se situaient par rapport à ce genre d'équipe-là. Clairement, clairement. Et donc, du coup, côté américain, on avait un 3-4-3 déjà, d'abord, avec Matt Turner dans les cages, une défense à 3, donc avec Rim, McKenzie, Freeman, des pistons avec Robinson et Dest, un milieu avec Adams et Berhalter, et une attaque à 3, donc avec Pulisic, Pepi et Reina. Donc, il y a eu beaucoup de changements déjà. Matt Turner à la mi-temps est sorti à la place de Brady. Enfin, Moi, je il y crois a qu'il eu a quoi? fait 11 changements. Ouais, il y a eu 10 changements à la mi-temps et il y a que Zendejas qui est rentré plus tard à la place de Berhalter. Donc, mais est-ce qu'on partirait du coup? Est-ce que pour toi, c'est l'équipe qui se rapproche le plus de cette composition finale pour le premier match des États-Unis ou bon, hormis peut-être Turner qui serait à la place de Freeze, mais est-ce que tu partirais comme lui déjà sur un 3-4-3 quand on sait que le match Bah, d'après contre l'Allemagne, voilà, c'est il a ça. joué en 4-2-3-1? C'est exactement ça. Je pense que le match contre l'Allemagne euh, m'a un peu plus rassuré quant D'accord. à un passage à 4, à Ok. 4 à plat. Je trouve que pour une défense à 3, après, il faut voir quand il y aura Chris Richards C'est qui ça. sera là, etc., avec les Il titulaires. sera de retour. Normalement, il devrait être au retour pour le premier match. Parce que sur le match contre le Sénégal, j'ai trouvé quand même que dans le dos, j'ai laissé pas mal d'espace. Ils avaient du mal à couvrir les courses. Par exemple, d'un Sadio Mané, d'un Iliman Ndiaye ou même d'un Ismail Assar. Ils ont beaucoup été mis en danger sur ce genre d'action-là, notamment dans le dos des pistons. Et moi, j'ai peur que face à une équipe bien au complète et une équipe bien plus concernée, bah, que ça puisse faire un peu comme ce que la Belgique a pu leur faire, où ça paye cash toutes les erreurs. Donc, je me dis qu'avec peut-être une ligne de 4 bien à plat, un double pivot composé de deux milieux défensifs, je pense que ça peut être plus équilibré, plus intéressant pour les États-Unis. J'ai préféré les États-Unis sur le match contre l'Allemagne que contre le Sénégal, malgré le résultat qui est différent et le fait qu'ils aient battu le Sénégal. On en parlera après. Alors, du coup, de cette compo face aux Allemands. D'abord, on va parler sur le Sénégal. L'analyse rapide du match. D'abord, c'est un break rapide avant de se faire revenir, du coup, à cause des changements en deuxième période, où les États-Unis, donc, du coup, mènent rapidement 2-0 au bout de 20 minutes. Un premier but de Sergio Dest sur une passe d'aide Pulisic et une belle action collective. Un deuxième but de Pulisic sur une mise en orbite par Ricardo Pepi et un beau dribble de Pulisic. Donc, ça fait plaisir pour Pulisic parce qu'il avait pu marquer depuis presque un an, il me semblait, On Thomas, l'a vu à avec. la célébration que voilà, on avait C'est l'impression qu'il ça. y avait quelque chose qui s'était déchargé. Ouais, Puis aussi, donc, point positif pour Pépi, hein, mine de rien, qui a marqué des points. hum, On en parlera un peu plus tard justement de ce duel un peu de qui pour animer la pointe des États-Unis. Mais Pépi a quand même fait un bon match contre le Sénégal. J'ai trouvé très intéressant. ouais. Et puis, Sergio Dest aussi, qui a été intéressant sur les deux matchs. Tout Oui. comme Anthony Robinson, mais on en parlera. Si une chose est confirmée, ça c'est sûr, c'est que les deux pistons ou latéraux seront bien eux, et ça c'est peut-être l'un des points forts des États-Unis, même encore plus côté gauche avec Anthony Robinson qui est vraiment monstrueux et de constance et de régularité ces derniers temps. Et ensuite, donc du coup, il y a eu pas mal de changements. Il y a eu un but donc du coup encaissé par enfin un doublé de Sadio Mané. Et les États-Unis ont réussi à réagir rapidement, juste après 10 minutes après l'égalisation de Sadio Mané, et un but de Folarin Balogun qui terminera en tout cas le résultat comme ça. Un match où il termine avec quand même 2,62 d'XG les États-Unis, donc c'est vraiment pas mal. Un peu moins de possession que le Sénégal, mais 17 tirs et 5 cadrés. Les États-Unis ont dominé ce match, on les a trouvés quand même assez intéressants. Qu'est-ce qu'on avait noté une belle victoire face au champion d'Afrique, une formation donc là 3 derrière, avec un Berhalter titulaire aussi au milieu.
Tim Rin trop léger. On espère le retour de Chris Richards. On a noté pas mal de choses. Sur quoi tu veux aller, Thomas? Qu'est-ce que tu veux parler de ces enseignements-là? Bah, on peut parler déjà de Berhalter qui a débuté le premier match. Ouais. Je pense qu'il y a un coup à jouer dans ce secteur de jeu-là. Mm. Donc, je pense qu'on a McKennie, Adams qui sont indéboulonnables. Ouais, McKennie qui partirait du coup pour être 10 comme à la Juve cette année. C'est ça. Donc, il y a une place à venir gratter, je pense. Mm. Notamment si moi je pars du principe où Pochettino il passe à 4 dans un 4-2-3-1. Ouais. Je Ok. pense qu'il y a une place. Je pense qu'il y a une place à gratter dans le double pivot avec Tyler Adams. Et je pense que ça peut être quelque chose de complémentaire entre les deux. Donc je trouve que Adams, il a l'abattage, il a le volume, il a aussi l'impact physique dans les duels. On se rappelle que notamment en 2022, le milieu de terrain, ça avait été vraiment la grosse réussite du tournoi pour les Américains. Ouais. Avec Moussa, qui est Exactement. l'absent aussi de cette compétition. Eh ben, je trouve que Berhalter, il peut amener quelque chose de plus parce Mm. qu'il a quand même une qualité technique, il est juste dans ses passes, une belle qualité de jeu long. Donc, il peut aussi trouver des belles ouvertures, trouver ses ailiers sur les côtés. Et puis, il a aussi du volume de jeu. Donc, je pense que. Et puis, surtout, quand on voit le match contre l'Allemagne et qu'on voit le Malik double Tillman. pivot, je trouve que Malik Tillman en 8 comme ça, reculé, c'est quand même assez compliqué. Je trouve que c'est pas trop sa position. C'est ce que j'allais te dire. Du coup, Berhalter doit prendre cette place. Ça va jouer entre Berhalter et Malik Tillman. Et donc, du coup, tu partirais plutôt sur Berhalter. Ouais, je partirais sur Berhalter dans le cas où McKennie, du coup, joue numéro 10 comme à la Juve. Ok, pas mal. Donc déjà, premier enseignement, et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Après, les deux me vont, mais j'aimerais bien voir Berhalter titulaire, ça peut être très intéressant. Ensuite, on a parlé des pistons de classe mondiale, la défense, donc du coup, Serginho Dest titulaire à droite. Et si on part sur à 4, du coup, tu mettrais Mark McKenzie avec Chris Richards. Exactement. Parce qu'on a vu que Alex Freeman a joué les 2 matchs. Oui, Que ce soit une fois troisième défenseur et une fois latéral. C'est ça. Donc, tout comme Tim Rim. J'ai eu du mal avec Freeman en défenseur central. Je trouve quand même aussi Je comprends. qu'il a des C'est pas largesses son poste de base. Hein. C'est ça, il a des largesses au niveau, je pense, de la lecture, des fois, de certaines trajectoires, ou même au niveau de la couverture. Je le préfère un peu plus libre sur le côté où il peut débouler. Et en plus, il est super costaud, il est super physique, il est athlétique. Ça me sautait pas aux yeux quand je le voyais à Orlando, tu vois. Mais il est super athlétique et il est capable de résister au duel. Et je pense que ça peut être intéressant justement d'avoir un côté droit avec un Serginho Dest qui lui est vraiment offensif et qui est vraiment une des grosses satisfactions avec Anthony Robinson quand on parlait des pistons classe mondiale. Je pense que elle est là la vraie force des États-Unis. Et puis d'avoir un Freeman derrière, je pense que ça peut être très intéressant. Moi, je pense, je sais pas pour toi, mais je vois Freeman en tant que 13e, 14e remplaçant, tu vois. Peut-être pas le premier que tu mets sur la liste dès que tu faut faire un changement, mais au moins le 2e, 3e. Dans le sens où il peut vite... T'installerais Timothy Weah en latéral? Ah non, non, je laisse Dest. Je laisse Dest... tu laisses Dest directement latéral? Oui, c'est ça. Okay. Mais je dis, si tu remplaces Dest, c'est lui que je mettrais en premier, Freeman, derrière Dest. Parce que contre l'Allemagne... Et ouais, je le ferais jouer peut-être plus haut. Ouais, voilà. Parce que contre l'Allemagne, justement, on a vu que c'était Dest qui occupait le poste d'ailier droit. Et oui. Donc, c'est pour ça que je me disais que dans ce cas-là, moi, Dest, je l'ai trouvé plutôt bon. Donc tu mettrais Dest ailier droit et Freeman latéral, derrière. Exactement. Ah ouais, ça peut être pas ensuite, mal. dans l'animation... Vous allez dire Tim Weah sur le banc. Par exemple, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un impact player, lui, tu vois. Oui, aussi. Pour avoir de la qualité, parce que je trouve que le banc des États-Unis, mine de rien, je trouve quand même un peu limité. Ouais, non, mais pour moi, c'était soit Weah, soit Freeman sur le banc, mais c'est dur de... Je comprends ce que tu veux dire, parce qu'il a vraiment bien prouvé Dest aussi, mais en fait, Weah a été l'une des seules satisfactions de l'OM cette année, qui a été titulaire quasiment toute la saison, et donc du coup, lui, je sais que pour le coup, il n'arrive pas hors de forme, il a fait une bonne saison, il était régulier toute l'année, il n'a pas été blessé presque.
Donc, ouais, à la rigueur, plutôt, enfin, voir qui tu mets à droite, ailier ou qui tu mets défenseur, mais plutôt, ouais, Wea Dest et Freeman sur le banc. Ah, ça peut par contre être aussi Timothy Weah qui prend le poste de latéral, hein. Aussi, Qui c'est prend le ça. poste de Parce latéral qu'il et a joué Dest comme qui ça avec reste. l'OM. C'est ça. Et Dest qui reste toujours devant lui. Ça C'est aussi, ça. Ça peut le faire. ça peut le faire. Exactement, je Parce suis que tu d'accord. sais que du coup, bon, offensivement, t'as, ouais, deux pistons, etc. Mais défensivement, par contre, t'as deux vrais défenseurs. Oui. Ouais, ouais, Ça c'est ça. compense peut-être de côté gauche où tu auras Pulisic qui pourra peut-être moins faire les efforts défensifs. Je sais pas. Surtout quoi, en plus, c'était compliqué l'animation des États-Unis. Ça bouge beaucoup. Il y a Hmm. beaucoup de permutations. Par moment, tu retrouves Robinson, il est dans le milieu de terrain, un peu dans l'axe du terrain. Par moment, c'est Pulisic qui s'excentre beaucoup, beaucoup, beaucoup à gauche. En fait, ça bouge constamment. Donc, pourquoi pas avoir une composition avec euh, un, un carré, peut-être, tu vois, avec tes deux défenseurs centraux, tes deux 8, tu vois, qui sont chargés de créer le Hmm. jeu, d'organiser un peu en position reculée. Avoir un Robinson plus haut qu'un Pulisic. Pulisic qui est dans un demi-espace, par exemple, Oui. Ouais, je tu vois ce que vois. tu veux dire. Ouais. Et de l'autre côté, pareil, hein, avec un Dest qui peut aussi se recentrer, un Timothy Weah qui peut Hmm. De prendre l'aile. Donc, toute façon, il y aura beaucoup de permutations. c'est ça. Je pense que tactiquement, Pochettino, il a une bonne matière et il a des choses à faire. Et je pense que ça peut être très intéressant à voir, notamment dans un groupe qui est largement abordable pour les États-Unis. J'ose espérer qu'il va réussir à prendre de la confiance et qu'il va réussir à installer un système de jeu qui fonctionne, qui va leur permettre de gagner, de prendre confiance en eux et d'aller grappiller des tours en plus à chaque fois. T'as raison, je t'ai même pas parlé du groupe. C'est vrai que on en parlera peut-être encore un peu plus après, mais juste au niveau du calendrier, déjà, les États-Unis vont affronter le Paraguay le samedi 13 juin à 3 heures du matin au SoFi Stadium. Ensuite, le vendredi 19 juin, face à l'Australie à 21 heures au Lumen Field de Seattle. Et retour au SoFi Stadium le vendredi 26 juin, donc une semaine après encore, face à la Turquie à 4 heures du matin. Donc bon, on n'est pas gâté au niveau des horaires pour nous, malheureusement. Mais voilà. Mais du coup, oui, les adversaires, c'est Paraguay, Australie, et tu termines par la Turquie. Donc logiquement, une grosse montée en puissance pour les États-Unis jusqu'au dernier adversaire, qui serait logiquement l'adversaire le plus coriace, qui est la Turquie. Intéressant et en tout cas une poule accessible pour au minimum finir deuxième, toi. Ouais, ouais, au minimum deuxième et même pourquoi pas premier, hein. Parce que la Turquie, ça reste une équation un peu une Bah, je inconnue. sais que Ça reste un peu une c'est une inconnue. équipe que t'aimes bien, mais C'est une équipe que j'aime bien, mais ils ont très peu fait de Coupe du Monde, au mine de rien, en finale. Ils ont beaucoup plus fait des euros. Quand ils sont à l'euro, ils ont tendance à beaucoup décevoir. Alors que bizarrement, quand ils font des Coupes du Monde, le peu de Coupes du Monde qu'ils font, il faut toujours des résultats. ouais, 2002, hein, 2002, C'est et pour ça. c'est l'un des meilleurs résultats des États-Unis aussi, je crois, récemment, non? Ouais. Il me semble. Oui, Ils oui, 2002, font quart, ils se font un peu voler par l'Allemagne. C'est c'est ça, ça. et c'est les Allemands qui passent en demi. Mais ouais, ouais, donc la Turquie, je sais pas trop quoi penser. Je pense que les États-Unis ont largement le niveau pour inquiéter cette équipe Hum, de Turquie. bien sûr. Ok, intéressant. On termine du coup sur ce match face au Sénégal. Bon, j'avais noté vivement le retour de Chris Richards qui s'est entraîné hier. C'est vrai que faut remplacer Tim Ream, c'est compliqué quoi. D'ailleurs, il lui a donné le brassard de capitaine apparemment. J'ai entendu cette histoire-là. Ah, je sais pas, peut-être, mais de toute façon, Tim Rim, pour moi, c'est plus possible. Ouais. Tim Rim, je veux bien dans le vestiaire, c'est de l'expérience, voilà, mais sur le terrain, c'est compliqué. Déjà, Hmm. Charlotte, je trouve que c'est pas le meilleur. Charlotte fait une saison assez moyenne. Ils ont perdu Adilson Malanda qui est parti. Et Hmm. tu mets Tim Rim, c'est dur. C'est dur, je pense que vaut mieux partir avec un autre mec. Un autre mec, et du coup que Tim Rim donne ce brassard à Chris Richards ou à un autre. Même à un McKennie, un Pulisic, peu importe. Ah, logiquement, le capitaine c'est Pulisic, mais ouais. Mais en tout cas, je veux que les États-Unis tournent la page de Tim Rim sur cette compétition et que
Voilà, la charnière, que ce soit Mark McKenzie et Chris Richards. Ok, bon, ça on est d'accord. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu d'autre dans les enseignements positifs ou négatifs de cette rencontre du Sénégal avant qu'on passe face à l'Allemagne? Euh, je pense qu'on a été complet sur le Ok, match. bon, on passe à Euh, l'Allemagne alors, peut-être, si tu peut-être veux. juste, Ouais. peut-être juste faire attention à la gestion des temps forts et des temps faibles parce que tu mènes quand même Mhm. 2-0 assez tôt dans le match. Ouais. Tu prends ce but évitable juste avant la mi-temps qui remet le Sénégal dans le coup. Tu te fais égaliser. Bon, arrives quand même à passer devant, derrière et remporter le match. Donc ça, c'est positif, mais il faut quand même faire attention parce que euh, contre le Sénégal, c'est tombé du bon côté de la pièce. Mais justement, sur le match contre l'Allemagne, on a vu quand même une issue différente. C'est ça. Bah, du coup, on va en parler parce que l'Allemagne, malheureusement, ils perdent 2-1 après un début de match très compliqué hein, où ils prennent comme lors de la finale la Ligue des Champions. Kai Havertz c'est très en forme et il met un but en moins de 5 minutes et là il s'est superbement démarqué sur ce coup de pied arrêté de Joshua Kimmich. Bon, après, avec Derrière, des largesses quand même défensives. ouais, derrière, il y a eu un enchaînement d'occasions pour les Allemands qui auraient Ils pu avaient être. doublé la mise. Hein. Ils avaient doublé Ouais, la mise, but refusé sur hors-jeu. c'est ça, exactement. Donc là, ils étaient très dangereux, les Allemands. On s'est dit, waouh, ils vont prendre une valise comme contre la Belgique. Finalement, non. Les USA se réveillent. Je pense après ce deuxième but, ils sont vachement réveillés. Ils ont poussé énormément et ils marquent un but sur un Quel but. pétard. Mais quel but de Anthony Robinson, une frappe demi-volée pure, mais. J'ai adoré. J'ai adoré. Le but est exceptionnel. But Et sensationnel. ah ouais, clairement. Celui-là, il est en Coupe du Monde. Il est pas dans la Coupe du Monde. Il fait le tour des Ouais, réseaux. Hein. clairement, clairement. J'aimerais bien qu'ils le mettent hein, pendant la Coupe du Monde. J'aimerais beaucoup. C'est clair, c'est clair. Et donc, euh, les, les, les Américains redoublent d'efforts, égalisent, et ils auraient même pu marquer le deuxième but, je pense, en fin de première période. Ils ont énormément poussé. Ils ont eu des buts refusés, il me semble aussi, non? Si je dis pas de bêtises. Attends, que je Je me m'en rappelle plus. souvienne. Bon, c'est pas grave, Non, je mais crois pas, non. J'ai bref. pas de souvenir. Et donc du coup, d'ailleurs, ça se traduit au niveau des stats. Hein. Bon, ils ont un 10G, les Américains, contre 1,54 pour les Allemands, mais ils ont la possession, les tirs, 16 tirs à 12, 4 tirs cadrés chacun. Ils ont été quand même dangereux à leur manière, les Américains. Et puis en deuxième mi-temps, bon, ben, ils prennent ce but de Leroy Sané et sur une passe de Kai Havertz, encore une fois, qui a été décisif. Après, il y a eu la vague de changement, mais ils auront poussé jusqu'au bout, notamment cette frappe de loin de Brendan Rodson qui passe tout près. C'est la frappe de Scally aussi Oui, qui est Scalé. sortie par le gardien. Ouais, exactement, par Oliver Baumann. C'est ça. Bon, on a vu aussi, du coup, j'avais noté Freeman titulaire, Aronson qui aura sa carte à jouer. Une équipe, en tout cas, qui aurait mérité, je pense, le match nul, Thomas, face à cette équipe d'Allemagne. En fait, euh, le résultat, il est difficile à analyser parce que j'ai trouvé les États-Unis dans la gestion des moments du match, Mhm. euh, trop peut-être pas assez efficace. Dans le début du match, ils souffrent, bam, première action, but. Mhm. Première tête, première action, but. Ça fait 1-0 déjà. Donc, déjà, ils ont eu du mal à tenir, à gérer leur temps faible. Leurs temps faibles se sont à chaque fois matérialisés par des buts pour les Allemands. On en a eu deux gros. Hein. On a eu le gros quart d'heure, le gros quart d'heure à peu près des Allemands en première mi-temps où ils auraient pu mener 2-0. Donc là, ils étaient en souffrance. Puis ensuite, les États-Unis, ils ont repris un peu le fil de la rencontre. Là, à ce moment-là, ils ont été. Euh, ils sont allés vers l'avant. Ils ont, ils ont tenté des choses. Ils ont mis en difficulté cette équipe allemande. Mhm. Malheureusement, ça se matérialise, on va dire, avec un but qui est un but sensationnel, mais qui vient quand même d'un coup de pied arrêté. Tu vois, donc c'est aussi un peu le, peut-être une alerte sur la possibilité des États-Unis à vraiment être efficaces dans le jeu.
et de matérialiser ses occasions franches et ses frappes. Et puis, en deuxième mi-temps, je suis désolé, mais moi, on a vu pendant peut-être 10 minutes Musiala se réveiller. Il a trouvé sur trois-quatre actions, hein, 3-4 actions, à chaque fois, il a trouvé des passes qui cassaient des lignes, etc. Ça crée du danger, but. Ça finit par but. Alors que les États-Unis, après, avec la vague de changement, malgré qu'ils aient poussé, j'ai trouvé ça super brouillon. Euh, j'ai trouvé, par exemple, les entrées d'un Reina vraiment invisible. Malik Tillman, invisible. Aronson, si on lui enlève sa frappe, c'est pas non plus la folie. Et c'est sur ce match-là que je trouve qu'on voit peut-être la faiblesse du banc des États-Unis. J'ai trouvé ça hyper maladroit. Pochettino a changé 3 fois de dispositif pendant cette période-là. Il est passé à 4. Ensuite, il est repassé à 3. Euh, j'ai trouvé ça un peu brouillon. Donc ça m'inquiète aussi pour la Coupe du Monde, parce que on sait que la Coupe du Monde, c'est aussi gérer les temps forts, les temps faibles, être capable de punir et de matérialiser ces moments de domination dans les rencontres. Sur ce match-là, les États-Unis m'ont pas rassuré, Alors malheureusement. que, alors que sur le papier, c'est l'équipe type presque, hein, quasiment qui est alignée. Je pense, comme tu disais, enfin, on est à un ou deux joueurs près de l'équipe qui devrait être alignée pour le premier match face au Paraguay. Donc normalement, c'était un match aussi pour se rassurer. Bon, après, ils ont affronté une grosse nation européenne. C'est sûr. Ils ont pas gagné depuis 11 matchs, je crois, face à une nation européenne. Ouais. Donc c'est compliqué. Mais bon, on sait que les Allemands, quand ils accélèrent, ça fait mouche, surtout quand t'as des joueurs techniques comme Musiala ou Wirtz, Havertz ou Sané. Clairement, c'est des joueurs qui n'ont pas techniquement, en tout cas du côté des Américains, mais ils ont su faire face quand même aussi. Ça, c'est Ils ont sûr. su se créer des occasions. C'est ça qui est important. Et puis bon, Pulisic, je crois que c'est Pulisic. Je crois que c'est contre les Allemands où il se bat comme un chien, qui récupère le ballon haut au niveau du pressing et qu'il a une occasion tout de suite d'après Oui, oui, couper bien le sûr. En pied. fait, c'est ça. C'est ça qui est un peu frustrant, c'est que, un peu comme en 2022, je trouve qu'en 2022, on avait déjà cette équipe combative, Mm. voilà, avec une Un force vrai mindset. athlétique, voilà, Ouais. un état d'esprit. Mais malgré qu'ils faisaient des bons matchs, ils n'arrivaient pas à matérialiser ça. Et malheureusement, dans le foot de sélection, c'est ce qui est le plus important. C'est super bien d'avoir un fond de jeu. Demande à Deschamps, il va te dire. Voilà, c'est bien d'avoir un fond de jeu, voilà, de mettre un état d'esprit, de la tactique, de la technique, etc. C'est bien. Mais il faut réussir à matérialiser ça. Et c'est peut-être ça qui fait la différence entre les États-Unis, 14e nation, c'est ça, 14e nation FIFA, ça, et peut-être avec des équipes un peu plus hautes. Et ce sont des équipes que tu vas devoir battre si tu veux faire 16e un gros nation FIFA. résultat. 16e nation FIFA, Pardon. ce sont des nations que tu vas devoir battre si tu veux espérer faire un gros parcours. Et là, sur la gestion des matchs, je suis pas très rassuré. Je suis pas très rassuré parce que je me dis que j'ai peut-être pas sur le banc ce qu'il me faut pour impacter, tu vois, pour être vraiment décisif, faire mal, venir jouer des 1 contre 1, tenter des frappes de loin, etc. J'ai peut-être pas ça aux USA. Et comme j'ai des périodes où je domine, bah, je suis pas capable de les matérialiser au tableau d'affichage. Et on sait très bien, on connaît le poncif, hein. Souvent, l'équipe qui domine, elle n'arrive pas à marquer, bah, forcément sur une contre-attaque ou sur une vieille action, bah, se fait punir et au final, c'est le qui perd. Et donc, c'est chiant, ce serait chiant, c'est frustrant bah, de voir les États-Unis à un peu cette place du con. Bah, Alors que dans le contenu du match, rien n'est à jeter, tu vois, quasiment. tu, tu parles de réalisme, alors du coup, tu mets qui en attaque pour ce réalisme? Ricardo Pepi ou Balogun en pointe? C'est compliqué. C'est dur parce que je pense qu'intrinsèquement, Balogun est plus fort. Il n'y a pas photo entre les deux. Mais je l'ai trouvé plus connecté avec ses coéquipiers. J'ai bien aimé le travail de Pepi pour faire briller un peu Pulisic, pour faire briller les joueurs autour de lui. Alors que Balogun, je sais pas, j'ai trouvé la relation avec les autres joueurs un peu compliquée. Ils ont eu du mal à se trouver, beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'erreurs dans,
tu vois, dans les appels, c'était pas dans le bon timing, etc. Donc je me dis, pourquoi pas essayer Ricardo Pepi en début de match et justement finir par un Folarin Balogun un peu en bombe sur la fin de match, quand justement tu as un peu rien à perdre, où là, Balogun, il va pouvoir, par ses courses, par ses efforts, essayer d'amener du danger en plus dans des équipes fatiguées. Honnêtement, en début de, au début de ces matchs de préparation-là, je me disais, bah, Folarin Balogun tous les jours. Et là, j'ai vu les deux derniers matchs de prépa. Bah, je me dis que c'est pas si évident que ça et que Ricardo Pepi peut avoir une carte à jouer. Chaque joueur, de toute façon, peut avoir sa carte à jouer, je crois. Je comprends. Ok, et donc, du coup, euh, au poste de gardien, tu resterais sur Freeze quand même, plutôt Ouais, Matrice. Ouais, ouais. ouais, plutôt que Turner ou Matrice, Brady. Matrice, parce que Turner, je trouve qu'il est plus assez décisif. Pourtant, il fait quand même une plutôt bonne saison au New England Revolution. Mais je pense que Matt Freese doit être le gardien titulaire. Je le trouve plus rassurant. Je trouve que Matt Turner, il a quand même des erreurs de main parfois, par moment, qui peuvent se payer cash. Donc, ouais, je mets Matt Freese dans les buts. Ok, bon, intéressant à savoir. On termine, Thomas, peut-être par nos hot takes. Est-ce que tu en aurais sur le coup concernant les États-Unis? On rappelle que donc les États-Unis seront avec le Paraguay, l'Australie et la Turquie, qui vont les disputer d'ailleurs dans cet ordre-là. Et que ensuite, pour les 16e de finale, ils pourraient affronter, si ils terminent premier, je dis bien s'ils terminent premier, le troisième du groupe B, E, F, I et J. Donc ça fait beaucoup d'équipes potentielles. On va peut-être pas vous les égrener, mais le groupe B, c'est par exemple le groupe du Canada. Le groupe E, c'est le groupe de l'Allemagne. Le groupe F, le groupe des Pays-Bas et de la Suède et du Japon. Et le groupe I, c'est celui de la France. Et J, c'est celui de l'Argentine. Voilà, comme idée, mais ça serait des troisièmes, donc ça devrait pas être ces grosses équipes-là. Et ensuite, ils pourraient affronter en huitième de finale le potentiel vainqueur du match du groupe G, donc qui affronterait aussi des troisièmes. Et donc le groupe G, c'est le groupe de la Belgique, Égypte, Iran et Nouvelle-Zélande. Donc Donc, ce serait un potentiellement premier de retrouver, groupe. Ok. ce serait Bah, potentiellement retrouver la Belgique. compliqué parce que bah, je les vois déjà au minimum à atteindre un huitième. Ouais. Peut-être être la meilleure attaque de cette phase de poule. Tu veux dire toute poule confondue, Ouais, toute équipe confondue? ouais. Je te rappelle que il y a le... Attends, si je dis pas de bêtises, je te rappelle qu'il y a l'Angleterre avec le Panama. Ouais, ça va faire 8-0, quoi. Voilà. Tu les vois tant marqués que ça, les Américains? Ouais, je pense que les deux premiers matchs vont leur permettre de soigner leur différence de but. Donc je les vois mettre pas mal de buts. Et peut-être contre la Turquie faire un match nul. Mais malheureusement, j'aurais bien aimé les voir aller en quart. Mais pour moi, j'ai une hot take sur cette Coupe du Monde au global, c'est que la Belgique va faire une putain de Coupe du Monde. Ouais, Et que la je te Belgique va comprends. attendre au moins un dernier carré. Donc c'est un peu compliqué. Ouais, je comprends. La Belgique, c'est un gros morceau et qui pourrait être vraiment fort cette année. Donc, clairement, moi aussi, je mise une belle pièce dessus. Après, ce que je te disais, c'est que ils pourraient potentiellement, en quart de finale, s'ils arrivent à passer jusqu'en quart de finale, affronter, il y a que un seul premier du groupe qui se qualifierait dans cette quart de finale, parce qu'ensuite, ça serait le groupe de l'Espagne. On part loin, hein, mais le groupe de l'Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite et Uruguay. Si l'Espagne fait pas le con, ils seraient premiers, ils affronteraient le deuxième du groupe J, le deuxième du groupe K ou le deuxième du groupe L en 16e puis en huitième de finale. Donc voilà, on pourrait avoir potentiellement l'Espagne en quart de finale ou d'autres équipes assez surprenantes. Voilà. Thomas, pour toi, une bonne Coupe du Monde réussie, ça serait quoi pour les États-Unis? Bah déjà, atteindre le huitième de finale.
Ah ouais? Ouais, attendre le huitième de finale parce que, comme je t'ai dit, moi, dans mon tableau, je vois potentiellement États-Unis et Belgique se rencontrer et je vois malheureusement la Belgique les sortir. Mais peut-être au terme d'un match très serré où les États-Unis bah voilà, vendront très chèrement leur peau et que les Belges souffriront pour les sortir, tu vois. Les États-Unis auront le soutien du public, en tout cas. Ouais, mais en fait, j'arrive pas trop à me jauger le public américain, comment il est en fait, Ouais, sur une grande là, compète. ouais, je comprends, mais là, par contre, ce qui peut les aider, c'est que le potentiel quart de finale qu'on dit, ça serait Thomas au Lumen Field à Oui, Seattle. c'est un Et on stade. sait que c'est le stade le plus bruyant Ouais. de quasiment de la NFL. Mhm. Donc ça peut Même les en, aider, même, tu en, vois. même en MLS, ça reste un public quand même assez fidèle avec une solide base fan. Donc, ouais. Donc voilà, pourquoi pas. Mais oui, je suis d'accord. Bah, un mondial très réussi, ce serait un quart de finale. Mais on se rappelle que, regarde, en huitième de finale, ils avaient embêté la Belgique du coup en 2014, hein, au Brésil. Ils les avaient Ouais. poussés jusqu'aux prolongations. Bah, Donc même contre pourquoi pas. les Pays-Bas, ils perdent 3-1 au final, mais ça a été vraiment un match beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, que laisse paraître le score final, tu vois. Donc, Et tu vois qui allait le plus loin entre États-Unis, Mexique et Canada? États-Unis. Ok. Ouais. États-Unis, Mexique, je les vois se cracher. Ok. Ils sont dans Pas la poule sortir de des l'Afrique poules. du Sud, Corée du Sud et Tchéquie. Pas sortir de bas, je les vois pas sortir des poules. Ok. Le Canada, est-ce que tu peux me rappeler le groupe? Je crois qu'il y a Qatar, Bosnie et Suisse, non? Et Suisse, c'est ça, exactement. Donc Ah, c'est une et ils peuvent histoire de passer. riche. Canada peut se frayer un chemin et peut-être sortir en 16e de finale, tu vois. Ok. Bon, très bien. Thomas, on a été complet. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la fin le début de la compétition. Rendez-vous On est, jeudi. ouais, on essaiera de débriefer tout ça après chaque match des États-Unis. On tirera les enseignements. Et on en fera des vidéos. Peut-être qu'on fera même des vidéos comme on avait fait en 2022, avant match ou après match, sur les joueurs et ce qu'il faut retenir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était Showtime et on se retrouve rapidement, allez, pour cette Coupe du Monde 2026. Ciao, ciao. Ciao, ciao.